Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Les démocrates remportent plusieurs victoires clés lors des élections locales américaines. États-Unis, un shutdown record et une économie américaine convalescente. Les accords d'Abraham sur le point de s'étendre. Un accord Maroc-Algérie, le pari de Washington pour la stabilité maghrébine. Bonjour à toutes et à tous. Dans la première partie de cet épisode, nous analysons les récentes victoires remportées par les démocrates aux États-Unis à la suite du message fort envoyé par les électeurs lors des élections locales de la semaine dernière. Non seulement les démocrates ont remporté les postes de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, mais ils ont également enregistré d'importants succès dans de grandes villes comme New York. Ces résultats témoignent d'un regain dynamique au sein de l'opposition à la présidence de Donald Trump. Il marque un tournant décisif dans le paysage politique américain, alors que le président Trump entame la deuxième année de son second mandat, confronté à un bloc démocrate renforcé au Congrès, dans les États et dans les municipalités du pays. Alors, quelles implications ces victoires auront-elles sur les enjeux auxquels l'administration américaine doit faire face? Quel impact ces résultats auront-ils sur les orientations de la politique intérieure et étrangère des États-Unis? Nous abordons également la question du shutdown et de ses répercussions, les employés fédéraux étant sous pression alors que les agences gouvernementales essentielles cessaient leurs activités, exacerbant la frustration générale. Tandis que les négociations entre le Congrès et la Maison-Blanche se poursuivaient, cette crise s'est transformée en bien plus qu'un simple différend budgétaire. Elle est devenue un véritable test de leadership, de responsabilité et de patience pour le peuple américain. Joining for discussion for the first part, Gregory Opton-Dillian. Pour discuter de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Gregory Opton-Dillian, expert en affaires du Moyen-Orient et en politique étrangère. Il a travaillé pendant plus de 20 ans au sein du gouvernement américain, notamment comme analyste au département de la Défense et des Affaires étrangères. Il a également été conseiller en politique étrangère pour la Commission des Affaires étrangères du Sénat. À ses côtés, Paolo von Schirach, président du Global Policy Institute, professeur à la Bay Atlantic University et fondateur de Schirach Report, enrichira notre débat. Il a précédemment occupé des fonctions de direction au Centre d'études stratégiques et internationales, à l'Atlantic Council, à l'Université de Georgetown. Enfin, dans la seconde partie, nous accueillerons Aziz Fahmy, journaliste chevronné et chroniqueur de télévision, qui a couvert les événements du monde arabe pour des chaînes américaines telles que CNN et NBC. Il travaille actuellement comme analyste politique pour plusieurs chaînes satellitaires. Et comme à l'accoutumée, nous aurons également parmi nous Chris Lapetina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting. Stratège politique, il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. He is a political strategist and international affairs advisor who works with the Democratic Party. Alors, bienvenue à tous. Et avant d'entamer notre discussion, nous nous tournons vers notre correspondante, Sholok Diab, qui nous présente un reportage sur les dernières élections aux États-Unis. C'est à vous, Sholok. La semaine dernière, les États-Unis ont été le théâtre d'une série d'élections locales qui ont constitué un test politique significatif en vue des élections législatives prévues pour l'année prochaine. Les résultats ont mis en lumière de nouvelles dynamiques dans le paysage électoral américain. Le Parti démocrate a remporté des victoires marquantes dans des États clés, tels que la Virginie, le New Jersey, New York, tandis que le Parti républicain a dû faire face à des défis internes après des résultats décevants dans certains de ses bastions historiques. En Virginie, la candidate démocrate a aisément remporté la fonction de gouverneur après une campagne centrée sur les questions du pouvoir d'achat, de l'éducation et de la sécurité économique. Dans le New Jersey, la démocrate a réussi à s'imposer au poste de gouverneur après une compétition particulièrement serrée. Les élections municipales à New York ont quant à elles surpris par l'élection de Zahran Mamdani, premier maire musulman et l'un des plus jeunes à accéder à cette fonction. Une victoire qui a été perçue comme un signe de l'élargissement de la participation politique des minorités et de l'émergence d'une nouvelle génération de leaders locaux.
En revanche, le Parti républicain a conservé le contrôle de certains districts en Floride et au Texas, mais avec des marges plus étroites qu'attendues en raison de la perte de soutien dans les banlieues des grandes villes traditionnellement acquises à leur cause. Les observateurs estiment que cette relative érosion des voix reflète une certaine lassitude au sein de la base du parti et la difficulté de maintenir l'unité de son discours politique face à la diversité des courants internes. En se concentrant sur les préoccupations quotidiennes des citoyens, telles que l'inflation et le coût de la vie, les démocrates ont su se positionner comme le parti le plus proche des Américains, mieux à même de comprendre les défis économiques et sociaux actuels. Alors les résultats confirment que la carte politique des États-Unis est en pleine redéfinition et que les enjeux économiques resteront des facteurs déterminants dans les tendances électorales futures. Par ailleurs, des signes indiquent que les électeurs américains recherchent un nouvel équilibre entre efficacité gouvernementale et stabilité économique, faisant des prochaines élections un moment crucial pour déterminer l'avenir du leadership politique et l'orientation des politiques intérieures et étrangères des États-Unis. Merci Shourouk. Revenons à présent à notre discussion avec notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, quels facteurs ont déterminé les résultats des récentes élections américaines et poussé les électeurs à se tourner vers les démocrates lors des élections pour les postes de gouverneur? À titre d'exemple, la Virginie, auparavant dirigée par un gouverneur républicain, a désormais une gouverneure démocrate, la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire du Commonwealth, et cela dans un État situé à proximité immédiate de la capitale fédérale Washington. Peut-on attribuer ce changement à des considérations économiques ou sociales, ou bien la paralysie du gouvernement a-t-elle joué un rôle décisif dans ces résultats? Alors écoutez, tous ces facteurs ont effectivement joué un rôle chacun à sa manière. Commençons par évoquer l'État de Virginie qui occupe une place stratégique lors des élections présidentielles américaines en raison de son caractère oscillant entre les partis démocrates et républicains. En ce qui concerne le New Jersey, évoqué précédemment en référence au poste de gouverneur, cet État a eu tendance ces dernières années à voter en faveur des démocrates. Toutefois, les républicains estimaient avoir fait des progrès notables, notamment après les bons résultats du président Trump, qui a obtenu de meilleurs scores que la majorité des républicains dans cet État, et espérait ainsi pouvoir en faire un bastion républicain. Cependant, ce qui est devenu évident et que nous avons évoqué à plusieurs reprises ces dernières années, c'est que les Américains manifestent une insatisfaction générale envers les performances du gouvernement. Que l'on soit démocrate ou républicain, il existe un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis des dirigeants actuels et un fort désir de changement. Dans ce contexte, les électeurs de Virginie ont choisi de faire émerger une nouvelle option politique pour diriger leur État. Paolo, la Virginie, située à proximité de la capitale Washington, compte un grand nombre d'employés fédéraux, dont beaucoup ont peut-être exprimé leur insatisfaction face aux mesures adoptées par le Parti républicain et par le président Trump par le passé, notamment en ce qui concerne la réduction des programmes gouvernementaux et la diminution du nombre de fonctionnaires fédéraux. Quant au New Jersey, les républicains nourrissent d'importants espoirs, d'autant que Donald Trump y avait obtenu de bons résultats lors de la précédente élection présidentielle, tandis que le candidat démocrate n'avait recueilli que 52% des voix, dans un État pourtant traditionnellement considéré comme un bastion démocrate. Dans ce contexte, les républicains s'attendaient à une victoire, ce qui n'est malheureusement pas arrivé. Alors, qu'est-ce qui a permis aux démocrates de l'emporter et pourquoi les républicains ont-ils échoué de manière aussi marquée? Beaucoup d'analyses ont été formulées à ce sujet, mais je partage l'opinion de ceux qui estiment que cette élection agit comme un référendum sur Donald Trump. Vous nous demandez sans doute quel lien il y a avec lui, d'autant que son nom n'a pas été directement mentionné lors de ces élections qui concernaient les postes de gouverneur d'État et de maire.
Cependant, les résultats des sondages post-électoraux ont révélé un ras-le-bol général des électeurs vis-à-vis de la gestion de l'économie par le président Donald Trump. Il est important de rappeler qu'il avait promis une ère de prospérité intérieure et de solutions à tous les problèmes. Trump avait qualifié Biden d'incompétent, dénué de caractère, et accusé ce dernier de laisser l'inflation atteindre des niveaux records. Il avait assuré qu'il n'y aurait plus d'inflation, que les salaires augmenteraient et que des emplois de qualité seraient créés. Il avait également promis que les droits de douane ramèneraient les industries américaines sur le sol national. Or, aucune de ces promesses n'a été tenue. Franchement, les chances de voir ces engagements réalisés d'ici aux élections de mi-mandat au Congrès semblent extrêmement faibles. Vous avez souligné un point crucial, Marc, à savoir l'élargissement de l'écart de victoire. En Virginie, l'ancien gouverneur républicain avait remporté l'élection avec une marge de 2%. Cette fois, c'est la gouverneure démocrate qui l'a emporté avec plus de 10 points d'avance. Ce phénomène s'est également produit dans le New Jersey où le gouverneur démocrate a gagné, bien que les sondages aient prévu une compétition beaucoup plus serrée. Enfin, un dernier point que je voudrais aborder est celui des sondages qui montrent que l'adhésion d'un grand nombre d'Américains d'origine latino-américaine au Parti républicain lors des élections passées ne constitue pas une tendance durable. En effet, le président Trump et son Parti républicain ont perdu toutes ces élections avec des marges considérables, ce qui signifie que la situation reste totalement ouverte. À mon avis, sauf si l'économie américaine connaît une amélioration significative d'ici novembre prochain, les démocrates se retrouveront dans une position plus favorable que les républicains. Parfait, reprenons là où Paolo s'est arrêté. Grégory, le week-end dernier, je me suis rendu au marché et j'ai constaté que bien que les prix se soient légèrement stabilisés, ils restent encore très élevés. Il est vrai que le prix des œufs a connu une légère baisse, tout comme celui du carburant, mais ces diminutions demeurent loin des proportions promises par le président Trump. Parallèlement, j'ai reçu une facture d'assurance maladie indiquant une augmentation de 15% pour l'année prochaine. Il va sans dire que cette réalité est une source d'inquiétude pour de nombreux électeurs. Ceux-ci ont été confrontés à une multitude de promesses de la part de Trump. Alors selon vous, l'économie est-elle leur principale préoccupation ou bien d'autres facteurs ont également influencé leur choix? Absolument, et je suis convaincu que l'économie représentait la priorité majeure parmi les questions soulevées. Il a été rapporté que Donald Trump avait affirmé aux journalistes que les prix étaient en baisse partout, mais que dans la réalité des courses quotidiennes, l'Américain moyen ne constatait pas cette baisse. De plus, les droits de douane qu'il a imposés ont commencé à entraîner une augmentation des prix des produits importés. L'économie a donc joué un rôle central dans ce débat. Aussi, je partage l'analyse de mon collègue. Le vote latino a effectivement été un facteur déterminant ici, car de nombreux membres de cette communauté ont été témoins de l'arrestation et de la détention de leurs voisins, et plusieurs cas ont même révélé des arrestations erronées de citoyens latinos, ce qui a créé une grande inquiétude. Après avoir soutenu Trump lors de l'élection présidentielle, nous assistons aujourd'hui à un retournement de ces votes en faveur des démocrates. Chris Lapettina, les Américains accordent une attention particulière au président Trump qui multiplie les conférences de presse, que ce soit à bord de l'avion présidentiel ou dans d'autres contextes. Si le problème ne réside pas dans un manque de communication médiatique, peut-on alors attribuer la situation à la précision du message ou à son contenu? Ou bien le véritable jeu se situe dans la nature même du discours qui n'a pas su convaincre les électeurs, expliquant ainsi les résultats décevants? Bon, dans le cas du président Trump, son principal problème n'est guère différent de celui du président Biden. Tous deux ont été confrontés à une crise inflationniste qu'ils n'ont pas su résoudre de manière satisfaisante. Le véritable enjeu réside dans le fait que leur gestion de cette crise n'a pas permis de restaurer la confiance des Américains. L'ancien président refusait de reconnaître l'existence de l'inflation, tandis que le président Trump, lui, est allé à l'extrême opposé en affirmant que l'inflation était désormais terminée et que le problème n'existait plus. Ces deux affirmations sont manifestement inexactes et il semble que les Américains commencent à en prendre pleinement conscience. En ce qui concerne la personnalité de Donald Trump, elle se caractérise par son dynamisme et son caractère atypique, qui rompent avec les règles traditionnelles de la politique américaine.
un aspect qui a suscité l'admiration de nombreux partisans. Cependant, de l'autre côté, une large part des Américains semble de plus en plus agacés par ce style de leadership et commencent à en éprouver une certaine lassitude. Elle a évoqué des raisons spécifiques à New York et a souligné comment les démocrates y avaient une nouvelle fois remporté la victoire. La nouveauté réside dans le fait que cette victoire est survenue malgré le soutien de Trump au candidat républicain. Paolo, l'un des principaux défis auxquels les États-Unis sont confrontés est l'absence, depuis environ 2017, d'un président jouissant d'une large popularité auprès du public. Trump n'a jamais atteint des taux d'approbation élevés et Biden n'a pas été davantage plébiscité, notamment vers la fin de son mandat. Cela rend-il l'application des politiques et des priorités, qu'elles soient portées par un président démocrate ou républicain, particulièrement complexe et difficile? Écoutez, lorsque la popularité du président américain chute en dessous de 50%, cela le place dans une position comparable à celle d'une personne souffrant d'un rhume, dénuée de dynamisme et de pleine capacité à agir efficacement. Si je ne me trompe, le président Trump n'a jamais atteint un taux d'approbation supérieur à 50%, bien qu'il dispose de pouvoirs considérables, renforcés notamment par le soutien de la Cour suprême qui lui a permis d'agir avec une grande latitude, suscitant toutefois de nombreuses interrogations quant à la légalité de certaines de ses décisions. Trump bénéficie encore d'une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants. La question qui se pose est de savoir si les actions peuvent être prises. Oui, il en est capable, mais les citoyens commencent à tourner leur regard au-delà de Trump. Et c'est là que réside le vrai problème pour lui. En d'autres termes, il se dirige progressivement vers une présidence en marge de manœuvre de plus en plus restreinte, notamment après les élections législatives de mi-mandat de l'année prochaine. Parviendra-t-il à mettre en œuvre son programme? Oui, mais bénéficiera-t-il d'un soutien populaire tangible? Non, car il a perdu le soutien des indépendants, bien qu'il conserve celui de ses partisans au sein de son mouvement, qui demeureront probablement à ses côtés. Gregory, une partie des difficultés auxquelles le Parti républicain a été confronté tient également au fait que Donald Trump a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à des dossiers de politique étrangère. Il a négocié un cessez-le-feu à Gaza, tenu une réunion de haut niveau avec Vladimir Poutine en Alaska et multiplié les rencontres avec les dirigeants étrangers. En revanche, il a accordé beaucoup moins d'attention aux questions intérieures, notamment aux conditions de vie des Américains dans des États tels que la Virginie, New York et le New Jersey. Dans quelle mesure ce déséquilibre s'explique-t-il par la priorité que Trump semblait accorder à son rôle de négociateur international, au détriment de son rôle de président attentif aux enjeux domestiques qui préoccupent directement les électeurs américains? Écoutez, il y a deux éléments essentiels qui doivent être pris en considération. Comme le rappelait Tip O'Neill, l'ancien président de la Chambre des représentants, toute politique est locale. En effet, les citoyens confrontés à la dégradation de leur pouvoir d'achat réalisent qu'ils ne peuvent plus assumer les mêmes dépenses qu'autrefois. Il est clair que cette réalité constituait la principale préoccupation des électeurs américains. Le second élément tient au fait que Donald Trump semble animé par l'ambition de décrocher le prix Nobel de la paix. Il multiplie en conséquence les initiatives de médiation internationale. Certaines ont produit des résultats positifs, comme ce fut le cas dans le conflit de Gaza, malgré des débuts difficiles, tandis que d'autres ont échoué de manière flagrante, à l'image du sommet d'Alaska avec Vladimir Poutine, visant à mettre un terme à la guerre en Ukraine. La politique étrangère de Trump a donc donné lieu à des résultats contrastés. Cependant, il me semble que l'opinion publique américaine demeure principalement concentrée sur les enjeux du quotidien et sur les difficultés matérielles qui affectent la vie des citoyens. Bien, alors avant de discuter de la question du shutdown, examinons d'abord cet article du Washington Times intitulé « Trump, la victoire des démocrates a fait perdre une part de la souveraineté américaine ».
Le Washington Times a publié un éditorial intitulé « Trump, la victoire des démocrates a fait perdre une part de la souveraineté américaine », soulignant que, selon l'ancien président, l'Amérique avait perdu une part de sa souveraineté après la victoire écrasante du Parti démocrate dans 4 scrutins majeurs cette année. Le 5 novembre 2024, le peuple américain a repris le contrôle de son gouvernement, mais une petite portion de cette souveraineté a été perdue lors des élections municipales à New York aux yeux du président Donald Trump. L'article évoque également l'élection de Zohran Mamdani, un politicien socialiste de 34 ans qui a remporté la mairie de New York en promettant de financer des programmes gouvernementaux par l'augmentation des impôts des plus riches. Le leader de l'équipe Trump a affirmé que la vision de Mamdani pour New York peut représenter ce que les démocrates projetaient pour le reste des États-Unis, qualifiant l'élection d'une victoire communiste. Trump a prévenu depuis des années que ses adversaires cherchaient à transformer l'Amérique en un État à la manière de Cuba ou de Venezuela et qu'il mettrait fin à cette tendance. Le Washington Times conclut en précisant que les démocrates ont remporté les victoires décisives dans les élections de gouverneurs en Virginie et au New Jersey, des États qui avaient penché en faveur du Parti républicain l'année précédente. À titre de comparaison, Trump avait remporté la Virginie et le New Jersey l'année précédente avec respectivement 5,7 et 5,9 points d'avance. Vous pouvez constater comment les médias américains ont couvert les récentes élections. Nous avons également assisté à un certain rapprochement à Washington, où un accord a finalement été trouvé pour mettre fin au blocage gouvernemental, au moins jusqu'à la fin de l'année. Cela permet désormais au gouvernement de fonctionner normalement après que les démocrates et républicains aient conclu un accord, incluant notamment le retour des employés à leur poste. En contrepartie, les démocrates obtiendront un vote sur certaines questions de santé, comme l'Obamacare, ainsi que sur d'autres enjeux. Globalement, il semble que nous ayons maintenant un gouvernement partiellement opérationnel. Alors Chris, quelles sont les conséquences réelles de cette impasse? Quel a été l'impact sur les employés fédéraux et sur des services publics essentiels tels que l'aviation et le service postal, et des secteurs dont dépend l'ensemble de la population? Et comment ce shutdown a-t-il mis en lumière les coûts économiques croissants que nous observons à travers tout le pays? Growing economic cost that we're seeing across America? Marc, au départ, la division au sein du gouvernement n'a pas eu de conséquences majeures pour la majorité des Américains. Et les deux partis ont donc exploité cette situation pour faire passer leur propre message concernant les responsabilités respectives. Cependant, au fil du temps, la question est devenue plus complexe pour 2 raisons essentielles. Tout d'abord, en raison des nombreux Américains qui voyagent pendant les vacances de Thanksgiving, avec une couverture médiatique particulièrement intense des aéroports, même en période normale, puisque le volume de voyageurs constitue un événement majeur. Toutefois, cet afflux a perturbé le trafic aérien en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens, ce qui a préoccupé les deux parties, aucun d'entre eux ne souhaitant être blâmé pour les retards de vol ou les passagers contraints de passer la nuit dans les aéroports pendant cette période, qui représente l'un des effets les plus concrets des tensions gouvernementales. Le président Trump a donc rapidement pris conscience que laisser la situation perdurer risquait d'avoir de lourdes conséquences politiques, tant pour lui-même que pour son parti. Il a alors agi pour résoudre la crise et éviter que les républicains en soient tenus responsables, s'efforçant de mettre fin à la situation dans les plus brefs délais. Paolo, cette situation pourrait-elle avoir un impact sur les élections de mi-mandat prévues dans 1 an? Qui détient actuellement le pouvoir politique? Peut-on envisager des initiatives visant à atténuer la polarisation partisane ou cette dynamique représente-t-elle désormais la norme en politique américaine?
Écoutez, je crains que la polarisation actuelle ne persiste durablement. Les démocrates ont adopté la position qu'ils ont prise lors du blocage du gouvernement sous la pression de nombreux électeurs exigeant une réaction et à cause des accusations de passivité qui pesaient sur eux à Washington. On leur reprochait de se soumettre aux actions de Trump sans réagir, de ne pas jouer pleinement leur rôle d'opposition. Aussi, il convient de rappeler que Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat, avait été vivement critiqué pour avoir accepté l'adoption du projet de loi budgétaire. Lorsqu'on lui a demandé « Pourquoi agissez-vous ainsi ?», il s'est justifié en déclarant « Ce n'est pas la bataille que nous souhaitons mener ». La fermeture des services publics constituait une alternative stratégique pour les démocrates. Les sondages d'opinion suggèrent que le public américain a d'une manière ou d'une autre accepté cette situation, bien qu'on puisse penser que le parti responsable du blocage, à savoir le Parti démocrate, aurait dû être tenu pour responsable des conséquences de cette impasse. Cela ne s'est pas réellement vérifié. D'un point de vue politique, il est difficile de considérer cela comme une victoire majeure, car ce n'en est pas véritablement une. Toutefois, cela a permis aux démocrates de se faire entendre et d'affirmer leur présence à Washington, notamment au Sénat et à la Chambre des représentants. Quant à l'impact de cette fermeture dans un an, il est probable qu'il soit minime, car les électeurs ont tendance à oublier rapidement les événements passés. Grégory, vous avez évoqué un nom emblématique de l'ancienne approche politique fondée sur le consensus, celui de feu Tip O'Neill, ancien président de la Chambre des représentants du Massachusetts. Avant l'avènement de Twitter, TikTok, YouTube, le président ainsi que le président de la Chambre des représentants se rencontraient pour discuter, mettant de côté leurs divergences afin de dialoguer en tant qu'Américains et parvenir à un compromis commun. Un exemple marquant de cette collaboration fut celle du président Ronald Reagan avec Tip O'Neill. Dès lors, qu'avons-nous perdu aujourd'hui ? En raison de la profonde polarisation du climat politique, les individus se sentent contraints de s'identifier à l'un des deux camps. Et même au sein de ces camps, ils préfèrent éviter toute interaction avec l'autre côté. J'ai eu l'opportunité de travailler avec le regretté sénateur Ted Kennedy qui entretenait de nombreuses amitiés au sein du Parti républicain. Il répétait souvent « Nous nous disputons avec eux durant la journée, mais le soir venu, nous pouvons passer du temps ensemble et demeurer amis. » Ce type de climat n'existe plus aujourd'hui au Capitole. C'est une évolution regrettable, car un tel équilibre social est essentiel pour favoriser le compromis. Parfait. Alors, comme on l'a vu, les républicains et les démocrates ont établi un triste record, celui de la paralysie gouvernementale la plus longue de l'histoire des États-Unis. Nous poursuivrons notre discussion dans quelques instants après une courte pause. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Le docteur Aziz Fahmy vient de nous rejoindre. 5 ans après leur signature, les accords d'Abraham ont franchi une nouvelle étape stratégique sous la deuxième administration du président Donald Trump. Washington s'efforce désormais d'étendre ces accords au-delà du Moyen-Orient pour atteindre l'Asie, où des pays tels que l'Inde, l'Indonésie, Singapour ou le Kazakhstan manifestent un intérêt croissant pour la coopération économique, énergétique et sécuritaire avec les signataires. Ce recentrage sur l'Asie reflète la volonté des États-Unis de créer un réseau diplomatique et économique alternatif visant à contrer l'influence chinoise et à redéfinir les alliances stratégiques du Golfe au Pacifique. Parallèlement, la Maison-Blanche réaffirme discrètement son rôle en Afrique du Nord avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial à la tête des efforts de médiation entre l'Algérie et le Maroc, dans le but d'apaiser des décennies de tensions liées au conflit autour de la question du Sahara. Il ne s'agit pas seulement de diplomatie, les enjeux sont bien plus cruciaux, notamment la sécurisation des voies énergétiques essentielles, le renforcement de la coopération en matière de défense et la stabilisation régionale en collaboration avec l'Europe du Sud. La question reste ouverte. La médiation américaine parviendra-t-elle là où des décennies d'efforts de l'ONU ont échoué, c'est-à-dire établir un dialogue durable et un partenariat renforcé pour la paix et le développement en Afrique du Nord?
Nous commencerons donc par aborder les accords d'Abraham et les développements récents liés à leur expansion vers l'Asie centrale et plus particulièrement vers le Kazakhstan. Cette évolution, à la fois surprenante et pertinente, est perçue comme une manœuvre stratégique face à la Chine et comme un moyen de contrebalancer l'influence russe, illustrant un positionnement géopolitique et stratégique astucieux. Alors pourquoi, selon vous, Aziz, l'administration du président Trump a-t-elle agi aussi promptement dans cette direction? China, in some ways, a hedge against Russia, a strategic placement for this. Why do you think the Trump administration chose or went so quickly with a Kazakhstan-Abraham Accord agreement? Bon, le président Donald Trump a brillamment maîtrisé l'art d'esquiver les problèmes en toutes circonstances. Dès qu'il constate un échec dans ses démarches, il n'hésite pas à changer de direction. On nourrissait l'espoir qu'après la conclusion d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, avec l'implication active de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Qatar, ces pays rejoindraient les accords d'Abraham. Cependant, cela n'est pas concrétisé. Plutôt que de se retrouver face à un échec dans l'attente de cet objectif, Trump a réorienté ses efforts vers le Kazakhstan. Or, ce pays entretient des relations diplomatiques avec Israël depuis 30 ans. En quoi cela constitue-t-il une nouveauté? Les accords d'Abraham, qui rassemblent musulmans, chrétiens et juifs, revêtent également une dimension religieuse. Je peine à comprendre pourquoi ces connotations sont attribuées au Kazakhstan, alors qu'aucun lien évident ne semble exister. Paolo, il y a un aspect particulièrement remarquable que l'on observe à Astana, la capitale du Kazakhstan. J'y ai séjourné il y a 2 ans et j'ai pu constater la présence d'un vaste centre d'entrepreneuriat, véritable porte d'entrée stratégique pour attirer technologie et investissement. De plus, le Kazakhstan est un pays riche en ressources pétrolières, ce qui en fait un environnement économique particulièrement prometteur. Toutefois, la question va au-delà de cette dynamique initiale et touche aux répercussions de ce partenariat. Allons-nous réellement intensifier nos efforts diplomatiques, renforcer les initiatives éducatives et développer les opportunités commerciales et d'investissement? Ou bien s'agissait-il simplement d'une signature précipitée suivie d'une conférence de presse éphémère? Selon vous, ce partenariat aura-t-il un impact durable sur les relations entre ces pays? Écoutez, il existe plusieurs perspectives à considérer. En ce qui concerne les événements récents, je les perçois à travers le prisme du fait que les États d'Asie centrale, anciens membres de l'Union soviétique, ne souhaitent pas devenir le théâtre d'une compétition entre la Russie et la Chine. Ainsi, ces pays ont commencé à s'ouvrir à l'Amérique, la percevant comme une opportunité stratégique pour parier sur le meilleur. Le Kazakhstan, par exemple, est un pays pro-occidental et, comme l'a souligné Aziz, il entretient des relations diplomatiques avec Israël. Il n'y a donc rien de véritablement inédit à cela. Toutefois, en ce qui concerne ses relations avec Washington, cet événement a eu lieu dans le cadre d'une rencontre ici, dans la capitale. Il s'agit d'une question stratégique, car elle ouvre de nouveaux marchés et crée des opportunités d'investissement pour les entreprises américaines. Convient également de rappeler que le Kazakhstan est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium, ce qui revêt une importance particulière. En effet, on prévoit en Amérique un renouveau de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins civiles, notamment à travers le développement de petits réacteurs nucléaires. Il existe donc de nombreux secteurs où une coopération renforcée et des relations amicales entre l'Amérique et les pays d'Asie centrale pourraient s'avérer bénéfiques. Est-ce que cet impact sera immédiat? Il est difficile de le dire avec certitude, mais l'objectif à long terme des États-Unis semble de créer un contrepoids à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, dont l'échec est manifeste. J'exagère peut-être, mais cette politique n'a pas atteint ses objectifs, ayant conduit de nombreux pays à s'endetter massivement pour construire des infrastructures qui ne sont pas pleinement exploitées. Dès lors, cela pourrait marquer une renaissance de la politique américaine en Asie. C'est tout à fait envisageable. Chris, comme l'a souligné Paolo, le Kazakhstan faisait historiquement partie de l'ancienne Union soviétique, ce qui confère à l'intervention américaine dans ce pays un message clair à l'attention de Vladimir Poutine. Nous opérons désormais dans votre sphère d'influence.
Cette décision intervient parallèlement à la grande tournée de Trump, au cours de laquelle il a signé des accords commerciaux avec la Chine et d'autres nations. Alors peut-on dès lors considérer cette initiative comme un des éléments de bataille géopolitique que Trump semble désormais vouloir mener? Excellente question, Marc. Peut-on considérer cela comme une partie d'échec, comme l'a suggéré Aziz? Le président Donald Trump est constamment en mouvement, modifiant son discours à chaque occasion. Prenons par exemple sa récente visite en Asie, où il a tenté de se positionner en tant que médiateur de la paix en Cambodge, alors qu'il n'y avait en réalité aucune présence significative sur le terrain. On pensait alors qu'une guerre fondamentale était en cours, tout en laissant le champ libre à la Chine pour renforcer sa présence dans la région sans l'intervention des États-Unis. Je pense que cela illustre une conséquence à long terme de la politique étrangère de Trump. L'abandon de toute tentative de renouvellement de son discours est peut-être une priorité donnée à des accords rapides, davantage orientés vers le commerce que vers un nationalisme diplomatique. Cependant, j'aimerais souligner un point crucial. L'objectif des accords d'Abraham est d'établir une paix durable au Moyen-Orient. Bien que je me réjouisse que certains pays aient choisi de reconnaître Israël, il existe une condition fondamentale qu'il est impossible d'ignorer: la création d'un État palestinien libre et indépendant. En l'absence de cet État palestinien, ce qui est discuté dans le cadre des accords d'Abraham ne pourra pas avoir de continuité. Aziz, au fil des années, vous avez couvert de nombreux sujets liés à la Palestine et à Israël, des accords d'Oslo à Camp David, que nous avons observés en Égypte quelques semaines avant la rencontre de ces pays, laisse entrevoir des signes encourageants de paix. Pourriez-vous nous parler des accords d'Abraham, mais dans le contexte de ce qu'ils représentent en termes de possibilités d'une solution à deux États et au-delà, comme l'a évoqué Chris? Avons-nous atteint un point où une amélioration des relations entre Israéliens et Palestiniens au Moyen-Orient semble envisageable, ou pensez-vous que la situation persistera avec un degré de complexité supplémentaire? In the Middle East between these two countries, between these two peoples, or do you see this continuing in some sort of a bad situation? It is a hope. It is a hope that a new. Cela laisse entrevoir l'espoir qu'une nouvelle dynamique puisse émerger grâce à l'unité au sein des religions abrahamiques, ce qui revêt une importance capitale tant pour Israël que pour le monde arabe. Mais ce processus aboutira-t-il à un succès durable? Cette question demeure ouverte et je ne possède pas de réponse définitive, car de nombreux facteurs entrent en jeu. Toutefois, l'indication la plus claire de progrès a été le succès de la médiation américaine qui a permis la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. On espérait alors que cet accord marquerait un tournant rendu possible par la coopération des États-Unis avec plusieurs pays arabes et islamiques, dont la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar. L'espoir était de voir cet accord ouvrir la voie aux accords d'Abraham, mais cela ne s'est pas concrétisé. Dès lors, je pense que le président Trump a réorienté sa stratégie en direction de l'Asie centrale. Bien que l'espoir demeure, je constate une polarisation croissante au sein du monde arabe, et la guerre à Gaza n'a fait qu'aggraver cette situation. Malgré un cessez-le-feu négocié par le président Trump, aucune trêve durable n'a été respectée. Les combats se poursuivent quotidiennement et des pertes humaines continuent de survenir chaque jour. Je demeure donc incertain quant à l'évolution de la situation. Every day, they are killing every day, and I don't know. Paulo, il y a un pays qui a été très peu mentionné, qui n'a pas participé à la conférence en Égypte, mais qui a été confronté à de nombreux événements au cours des 2 dernières années, l'Iran. Alors comment pouvons-nous l'intégrer dans ce scénario? Les États-Unis ont déployé des bombardiers B-2 pour neutraliser sa capacité nucléaire, et Téhéran a dû faire face à des défis majeurs pour limiter l'influence de certains de ses alliés en Syrie et ailleurs. De quelle manière ces événements influencent-ils les accords d'Abraham et les perspectives de paix? L'Iran va-t-il reculer ou va-t-il simplement se réorganiser en prévision de futurs affrontements?
I suspect they're regrouping. They've been kicked around quite a bit. They've suffered significantly. Il me semble qu'ils tentent de se regrouper malgré les revers qu'ils ont subis, car Israël a détruit les défenses aériennes de l'Iran ainsi que son programme nucléaire. Il est vrai que les informations concernant les réelles pertes infligées à l'Iran par les frappes israéliennes et américaines sont restées relativement floues. Le président Trump a exprimé avec un certain optimisme que le programme nucléaire iranien avait été démantelé, bien que cela ne soit pas confirmé de manière indépendante. Cependant, le Hezbollah a bel et bien été affaibli. Nous avons une idée précise des actions menées par Israël contre les forces du parti, mais aujourd'hui, nous entendons parler d'un Hezbollah qui se réorganise et acquiert de nouvelles armes. D'où proviennent-elles? Qui finance ces transactions? L'Iran, bien sûr. En conséquence, il est possible que l'Iran, après la perte de la Syrie, ne soit plus en position de jouer un rôle aussi influent qu'auparavant. L'Iran a effectivement subi des pertes importantes en ce qui concerne la possibilité de succès de l'initiative de paix de Trump pour Gaza. Un aspect crucial de l'accord stipule le désarmement total du Hamas et son exclusion de tout rôle politique dans la bande de Gaza. Cependant, depuis la conférence de Sharm el-Sheikh, le Hamas a clairement affirmé qu'il n'avait aucune intention de se soumettre à cette exigence. Cela compromet gravement l'accord, car si cet aspect venait à échouer, Netanyahou disposerait de nombreuses justifications pour s'en retirer. L'objectif de la guerre à Gaza étant l'anéantissement du Hamas, si celui-ci persiste en tant que force politique et militaire, aucune issue négociée ne sera envisageable, car aucun premier ministre israélien, même si Benjamin Netanyahou devait disparaître demain, n'accepterait une telle situation. Avant de poursuivre notre échange, rendons-nous à la Maison-Blanche où notre correspondant Adel Dessouky nous présente son compte-rendu. Adel, on vous écoute. Depuis les déclarations de Steve Witkoff, envoyé spécial du président Donald Trump au Moyen-Orient, révélant l'existence d'une médiation américaine visant à favoriser la paix et la réconciliation entre l'Algérie et le Royaume du Maroc, les interrogations et spéculations se sont multipliées concernant la nature, le contexte et les objectifs de cette initiative. L'une des questions principales soulevées par les observateurs américains et les experts de la politique maghrébine concerne l'objet exact de cette médiation, notamment son lien potentiel avec la question du Sahara marocain, sur laquelle le président Trump a reconnu officiellement en 2020 la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Bien que le discours officiel algérien insiste sur le fait que l'Algérie n'est pas impliquée dans le conflit du Sahara, la question demeure persistante. Quels sont les objectifs sous-jacents de cette médiation américaine? Le point de désaccord entre l'Algérie et le Maroc ne touche-t-il pas précisément l'intégrité territoriale du Maroc? La réponse à cette interrogation reste entourée de confidentialité et de prudence. L'administration Trump n'a pas divulgué l'ordre du jour de cette médiation, tandis que les autorités algériennes ont minimisé l'importance de cette initiative, considérant que les tentatives de dialogue avec le Maroc, facilitées par une médiation américaine, avaient échoué depuis l'adoption de la résolution 2797 de l'ONU. Un échec confirmé par l'ambassadeur algérien auprès des Nations Unies appelle au vote de la résolution en question. Pour sa part, le Maroc continue de promouvoir un dialogue pacifique. L'attitude de main tendue n'est pas un phénomène récent. Le monde entier a pu observer que les multiples appels de Sa Majesté le Roi dans ses discours n'ont jamais, jusqu'à présent, trouvé aucune réponse du côté des autorités algériennes, ce qui place le Maroc aux yeux de tous comme le parti le plus raisonnable, sage et clairvoyant dans ce dossier. Avec calme et détermination, l'administration américaine semble résolue à orchestrer un accord de réconciliation et de paix entre l'Algérie et le Maroc. À ce jour, aucune information précise n'a été communiquée par les parties concernées, laissant ainsi la déclaration de Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient, comme unique fondement de cette initiative. Reportage en direct de la Maison-Blanche par Adel Dessouky pour Média TV, Washington. All right, thank you, Adel, for that report from the White House. Merci Adel. Alors pour clore cet épisode, nous nous penchons maintenant sur la médiation américaine entre l'Algérie et le Maroc en examinant son calendrier, ses motivations et ses perspectives d'avenir. L'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution a validé la proposition d'autonomie marocaine comme une base sérieuse et crédible
pour des négociations visant à résoudre un conflit qui dure depuis plus de 50 ans. Le processus a pris forme en 2007 dans les couloirs des Nations Unies, il y a environ 18 ans. Une nouvelle résolution a récemment été adoptée par le Conseil de sécurité, marquant ainsi une avancée significative dans ce dossier. Toutefois, la question demeure, cette évolution confère-t-elle à Washington les outils nécessaires pour mener une médiation efficace ou au contraire limite-t-elle sa flexibilité dans sa quête d'un dialogue entre les deux parties? Nous avons récemment pris connaissance des déclarations du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, faites après l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Il a déclaré, je cite, « Il s'agit d'une occasion manquée et nous le regrettons. Nous déplorons que l'initiative du président Trump, qui visait à instaurer la paix et la détente dans notre région et qui avait suscité intérêt et espoir, ne puisse se concrétiser correctement sans le soutien actif de toutes les parties prenantes. » Fin de citation. Sur le plan diplomatique, cela signifie clairement que ni la décision du Conseil de sécurité ni l'abstention de la Russie lors du vote ne satisfont l'Algérie. Celle-ci espérait que la Russie utiliserait son droit de veto contre la résolution. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Nous faisons face à un processus de négociation complexe dont les détails demeurent largement inconnus, bien que nous en connaissions les grandes lignes. Il est clair que le rejet du plan par l'Algérie a fragilisé sa position de négociation et que l'influence de la Russie, autrefois soutien majeur de l'Algérie, semble s'amenuiser. En conséquence, la question demeure cruciale. Les États-Unis peuvent-ils réellement orienter l'Algérie vers un processus de paix dans le cadre des Nations Unies? Et si oui, quels leviers peuvent-ils utiliser pour y parvenir? Well, I'm not sure about that. Algeria has been quite intransigent. I think they're on the losing. Écoutez, je ne suis pas pleinement convaincu. L'attitude obstinée de l'Algérie semble l'avantager de moins en moins dans ce débat. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de visiter les provinces du Sud et Dakhla en particulier, et j'y ai observé une économie dynamique. La ville connaît une prospérité croissante, attirant des personnes de tout horizon. Aquaculture, international flights at the Dakhla airport, foreign consulates. Dakhla est une ville impressionnante où des projets d'envergure, notamment dans la production d'hydrogène, sont en pleine expansion. J'ai pu observer des projets de dessalement d'eau, un programme d'aquaculture en développement et même des vols réguliers à destination de l'aéroport de Dakhla. Plusieurs consulats étrangers y ont également ouvert leurs portes. J'ai eu des échanges avec les citoyens et j'ai rencontré le président du conseil de la région qui m'a révélé avoir été membre du Front Polisario dans sa jeunesse, mais que ce dernier s'était dissous et n'avait pas abouti à ses objectifs. J'ai également échangé avec le maire de Dakhla et j'ai pu constater que ce sont des personnes qui agissent concrètement et positivement sur le terrain. Le gouvernement marocain, pour sa part, ne se limite pas à de simples discours. Il a investi des milliards de dollars dans le développement des provinces du Sud et a concrétisé son projet de développement économique et social tout en respectant les droits des citoyens ayant subi la domination coloniale espagnole. Cela témoigne de l'engagement du gouvernement marocain à offrir quelque chose de tangible aux habitants de la région. En revanche, de l'autre côté de la frontière, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie et d'autres, continue de s'opposer, prétendant ne pas vouloir remplacer un régime colonial par un autre. Ils affirment avoir l'intention d'organiser un référendum. Mais je suis convaincu que celui-ci aurait pu échouer si la Russie avait exercé son droit de veto, ce qui ne s'est finalement pas produit, marquant ainsi un succès diplomatique majeur pour le Maroc. Quant à savoir si le président Donald Trump pourra jouer un rôle pour combler le fossé entre l'Algérie et le Maroc, qui est à l'origine de leur conflit sur la question du Sahara, je demeure sceptique. Le train semble déjà avoir quitté la station et le monde entier reconnaît désormais la souveraineté du Maroc sur le Sahara. L'Espagne, la France, le Royaume-Uni l'ont reconnu officiellement. Le président Trump s'était engagé à ouvrir un consulat américain à Dakhla durant son premier mandat et cet engagement pourrait désormais se concrétiser par l'ouverture d'un consulat véritablement fonctionnel. Pour moi, cela constitue l'essentiel et il serait effectivement souhaitable que le Maroc et l'Algérie parviennent à un accord définitif. J'espère qu'une telle issue se réalisera, mais il me semble difficile d'imaginer qu'Alger puisse adopter une approche constructive tout en maintenant son intransigeance et en entravant les efforts pour résoudre la question du Sahara marocain. À mes yeux, l'Algérie se trouve du mauvais côté de ce débat, car le plan du Maroc est déjà un succès incontestable.
Aziz, l'incapacité de l'Algérie à s'asseoir à la table des négociations la place dans une situation délicate. Actuellement, elle dispose d'un nombre très restreint d'alliés, surtout après l'abstention de la Chine et de la Russie lors du vote de cette résolution. L'Algérie se trouve désormais dépendante de pays tels que l'Iran et le Venezuela, un petit groupe d'États avec lesquels ses relations restent très limitées. Quelles pourraient être les conséquences de cette position pour l'avenir diplomatique et politique de l'Algérie si elle persiste dans son refus d'engager des négociations sérieuses et un dialogue constructif? L'Algérie se trouve dans une position de vulnérabilité considérable. Le Maroc ayant triomphé dans ce débat, tant au sein des Nations Unies que par la reconnaissance de la part de nombreux pays de son plan d'autonomie, de sa souveraineté sur le Sahara. Plusieurs de ces pays ont désormais entrepris d'établir des consulats aux provinces du Sud, ce qui confère à la solution marocaine une reconnaissance internationale quasi unanime et place l'Algérie dans une situation diplomatique particulièrement délicate. Paolo, l'économie algérienne reste fortement dépendante du pétrole et son armée joue un rôle majeur. Pourtant, malgré ses atouts, elle n'a pas réussi à se placer à la table de négociation. Au contraire, elle se retrouve marginalisée dans ce processus. Si vous deviez donner un conseil à l'Algérie, quel serait-il? The king, I think, was very diplomatic. Écoutez, Sa Majesté le roi Mohammed VI a démontré une grande sagesse diplomatique. Après le vote, il a adressé un discours dont je cite l'extrait suivant. « Dans ce contexte, nous appelons sincèrement nos frères dans les camps de Tindouf à saisir cette opportunité historique pour retrouver les leurs et jouir de la possibilité que leur offre l'initiative d'autonomie de contribuer à la gestion des affaires locales, au développement de leur patrie et à la construction de leur avenir dans le giron du Maroc uni. » Bien que fort de ce succès diplomatique, il aurait été facile pour Sa Majesté le roi Mohammed VI de déclarer « Nous avons gagné et vous avez perdu » et il a choisi de ne pas le faire. Au contraire, il a opté pour une approche conciliatrice. À mon sens, il serait judicieux que le gouvernement algérien réponde positivement à l'appel de Sa Majesté et formule cette proposition « Asseyons-nous ensemble ». En effet, le plan marocain accorde une autonomie à la population du Sahara, une population relativement peu nombreuse. Il ne s'agit pas de négocier avec une population de 50 millions d'habitants, mais avec quelques centaines de milliers de citoyens. Ce n'est donc pas un problème insurmontable, il s'agit plutôt de trouver une solution équilibrée qui permette à l'Algérie de sortir de l'impasse en lui offrant un cadre de dialogue sans perdre la face. Paolo, bien que ce dossier ait nécessité 50 ans de travail et 18 ans de négociations au sein des Nations Unies, la situation semble désormais sur le point de connaître un tournant avec l'implication des États-Unis qui proposent une solution potentielle. Nous espérons sincèrement que cette démarche aboutira dans les prochaines semaines. Nous vous remercions d'avoir suivi l'émission depuis Washington et vous invitons à continuer de la suivre sur les réseaux sociaux de Médien TV. Merci également à nos invités, Grégory Aftandilian, Paolo Von Schirach, Aziz Fahmy, ainsi qu'à notre chroniqueur Chris Lapetina. Sans oublier nos correspondants Sholouk Diab et Adel Dasuki à la Maison-Blanche. Un grand merci enfin à l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne pour ma part rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington.